Salut à tous, c'est Sergei et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des différentes couches dans la tradition yogique. Nous avons l'habitude de penser que nous avons que notre corps corporel, notre corps physique, on va dire, mais dans les traditions, dans les textes yogiques, nous avons plusieurs couches. C'est ce qu'on appelle les pancha-koshas. Pancha signifie 5 en sanskrit et kosha veut dire couche. Le mot se ressemble à couche, kosh. Le dernier A ne se prononce pas le plus souvent en sanskrit. Panchakosh. Et donc ça fait couche. Et donc nous allons voir toutes les couches en détail. Et comme ça, peut-être que ça vous donner plus une compréhension plus poussée, plus éveillée, plus complète de ce que vous faites quand vous faites du yoga. Alors c'est parti. Ici, vous les voyez tous déjà à l'écran. Euh, Annamaya, c'est la couche la plus physique, la moins subtile, la plus grossière. Et donc Anandamaya, la cinquième couche, étant la plus subtile. Et on finit avec l'esprit et l'âme individuelle et collective. Donc c'est parti. Euh, c'est parti. Donc hop, coche. Voilà. Là j'ai mis quelques photos et avec des idées avec quoi on peut comparer une couche. Euh, on peut la comparer à un étui pour tenir un objet. Dans ce cas-là, il s'agit des lunettes. Donc c'est quelque chose qui est différent, mais qui contient quelque chose. On peut parler d'un contenant. Tout idem, c'est la même idée quand on parle d'une enveloppe. Une enveloppe contient une lettre, du contenu, et lui, c'est celui qui permet de contenir. D'autres exemples que j'ai pu trouver, c'est comparer les koshas, donc les couches, à un abat-jour. Il y a donc une ampoule qui projette sa lumière, qui radie, et il y a différentes couches qui vont la filtrer en fonction de différentes fréquences. Donc là, en haut à droite, vous voyez bien, on ne voit pas la lumière directe de l'ampoule, mais on voit qu'elle est là et les différentes couches qui la filtrent et qui parviennent à nos yeux de manière différente. Et on peut aussi comparer ça comme si c'était une assiette. Là, vous voyez un gâteau. Donc une assiette qui est encore une fois différent des couches du gâteau. Donc là, il y a différentes couches du gâteau, mais c'est cette assiette qui va supporter littéralement les couches pour qu'elles existent et s'expriment. Donc voilà, dans tous ces quatre cas, vous voyez bien que l'objet et les couches sont indépendantes l'un de l'autre, mais nécessaires. Voilà, c'est ça qui est ce qu'on va noter. Les couches sont interdépendantes, donc l'objet, donc l'âme, on va dire, est indépendant des couches, mais les couches en elles-mêmes sont interdépendantes, interconnectées, ils interagissent et elles sont liées, ces couches-là. Donc là, l'étui et l'enveloppe ne font plus une bonne analogie, une bonne comparaison, mais quand on parle de l'abat-jour, ou par exemple des fils des couches du gâteau, là on voit clairement qu'une couche est superposée sur une autre et qui lui permet d'exister et de s'exprimer. Donc si on modifie l'un, l'autre sera modifié aussi. Toutes les couches existent en interdépendance et en interconnexion et en interaction les unes avec les autres. Et le but du yoga serait de les harmoniser pour qu'il n'y ait pas une qui prime ou qui soit plus omise plus qu'une autre. On va les harmoniser, on veut les équilibrer, on va supprimer les karmas. Donc les karmas sont les actions passées qui nous, qui nous euh, qui nous empêchent d'être pleinement dans le moment présent parce que elles vont s'exprimer, ces karmas. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, vu que c'est un nom sanskrit, on va dire que c'est un karma. Euh, et à travers ces couches, on va essayer de révéler sa vraie nature, le vrai esprit, le vrai âme, une âme, la vraie âme qui est derrière nous
pour atteindre une libération spirituelle qu'on appelle en sanskrit moksha. Voilà, donc c'est une sorte d'évolution à travers la maîtrise des instincts tels que les désirs, des addictions. Euh, donc on va essayer de, euh, comment on peut dire ça, de creuser un petit peu à l'intérieur de soi pour voir ce qui se trouve et, euh, et sentir qu'il y a plus que juste des os et des muscles, quoi, plus que la chair et des os, et qu'on est plus que ça. Alors, donc c'est parti, on va commencer avec la couche la plus grossière, la plus physique. Là, vous voyez sur la représentation, il s'agit des muscles, des tendons, des os, des cartilages, des ligaments. Ça s'appelle Annamaya Kosha, donc la couche qui est constituée du corps physique. Elle est dense, elle est grossière, elle est palpable, elle est visible. Hum, Donc, elle est constituée des matières organiques. Donc, ce sont des cellules, des molécules, enfin, molécules pas tant ça, mais surtout des cellules, des organes qu'on peut observer, toucher et, et manipuler. Anna, littéralement, veut dire nourriture. Et donc, c'est la couche qui est constituée de la nourriture, de l'eau et de l'air. Donc, c'est pour ça, quand on dit on est ce qu'on mange, bah, c'est parce que les informations contenues dans la nourriture, dans de l'eau qu'on boit, dans l'air qu'on respire, vont impacter, vont avoir un effet sur notre corps physique, Annamaya Kosha. Voilà, c'est pour ça que on peut se sentir bien quand on est en nature, parce que l'air est différent, ou si on boit, ou si on se lave avec, si on est tout simplement sous une chute d'eau, une cascade, ça peut aussi avoir un effet positif sur notre corps physique, Annamaya Kosha. Et l'élément de toute évidence correspond à l'élément terre, la plus grossière, la plus lourde, celle qui est soumise à la gravité, euh, celle qui nous impacte, celle qui nous tient connectés à la Terre comme la planète. Voilà, donc sous cette couche, alors là, c'est un petit peu difficile de voir parce que on a l'impression que certaines représentations vont vers l'extérieur, donc comme si la deuxième couche était au-delà, par-dessus cette couche, et dans d'autres représentations disent que c'est une couche qui est en dessous. Donc, en fait, je pense que ça va dans les deux sens. Là, la deuxième couche, c'est Pranamaya Kosha. Prana, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça correspond à l'énergie. euh, c'est la bioénergie, le chi, la force vitale. Et comment, comme on peut le voir sur la photo, c'est une énergie qui nous dépasse, qui dépasse notre corps physique, qui irradie, qui est un petit peu tout autour. C'est comme si on avait une ampoule et on peut voir la lumière qui les reflète et on peut sentir sa chaleur. Donc c'est une radiation infrarouge, enfin si on parle des ampoules. Mais ici, il suffit tout simplement de s'approcher une, sa main pour sentir la chaleur de quelqu'un. Et toute, tout le système des chakras trouve sa signification au niveau de cette couche-là. Donc là, on va parler des pranas, qui est l'énergie qui circule dans les nadis, les nadis étant les canaux énergétiques à l'intérieur de notre corps. Donc encore une fois, on voit bien que ça va à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Si ça va à l'extérieur, c'est comme si c'était des vapeurs d'eau qui s'évaporaient. Et si on va à l'intérieur, ça correspond au vaisseau sanguin, aux nerfs, à travers lesquels les informations circulent et l'énergie. Cette couche-là, elle est responsable pour la santé. Et du coup, si vous avez des fuites d'énergie, des blocages ou des dépressions, Pranamaya Kosh sera impacté. Et c'est pour ça que nous avons des exercices de pranayama qui justement vont travailler sur ce corps-là pour l'harmoniser, le balancer entre la gauche et la droite, les différents types d'énergie qui circulent à l'intérieur de notre corps pour que tous les chakras puissent communiquer et l'énergie puisse circuler librement à l'intérieur de notre corps. Euh,
Voilà, donc là je viens de parler des chakras et des réseaux de Nadi. Vous pouvez tout simplement googler ces termes-là si vous voulez plus d'informations, plus spécifiquement à propos d'un terme en particulier. Les chakras, ça correspond à des vortex, à des roues d'énergie qui permettent à l'énergie de circuler. Chaque chakra a un rôle bien déterminé. Bon, tout simplement, je peux aller très vite. Chakra principale, la plus basique, elle correspond à la survie, la deuxième à la reproduction, la troisième euh, à l'alimentation, la quatrième à la compassion, à l'amour, la cinquième, donc celle qui est dans la gorge, elle correspond à l'expression, à la communication. La sixième qui est dans notre troisième œil, c'est plus la connaissance, l'intuition, et la dernière chakra tout en haut de notre couronne de la tête, c'est le chakra spirituel, la connexion au divin, une sorte de libération spirituelle, quoi. Voilà. Euh, donc matériellement parlant, c'est le système sanguin, c'est le sang qui circule, qui va correspondre à cette couche-là, et aussi la respiration. Pranayam, ce sont des exercices de respiration. L'air qu'on inspire et l'air qu'on inspire avec le poumon et le cœur qui va pomper les cellules remplies d'oxygène ou de dioxygène, je ne sais pas alors si c'est dioxygène ou oxygène, en tout cas l'air, les cellules remplies d'oxygène, on va dire, dans chaque cellule de notre corps. C'est pour ça tout le corps est impacté par l'air que nous respirons et l'élément qui correspond à cette couche-là n'est plus la Terre, qui est donc très solide, mais l'eau, qui est un petit peu moins solide dans la manière où, dans la mesure où l'eau est déjà plus flexible, elle n'a pas un corps solide, elle peut s'adapter à un corps, elle peut même sortir par un petit trou. Bah, vous pouvez faire l'expérience, il suffit d'avoir un petit trou pour que tout le volume d'eau puisse s'extraire d'un contenant, ce qui n'est pas le cas avec de la Terre. Et on continue la troisième couche. Donc là, vous voyez, on voit de plus en plus subtil. Là, déjà, euh, de la terre, on passe à de l'eau, et de l'eau, on va passer à du feu. Là, je fais une petite représentation sur la photo. Vous voyez que sur l'image, vous voyez des neurones qui s'agitent, et c'est l'élément feu qui va faire qui va correspondre à nos connexions neuronales qui ne sont rien d'autre que des impulsions électriques. Donc électrique, qui dit électricité dit énergie, donc dit élément feu. Cette couche-là, ça correspond à notre corps mental, sensoriel, psychique, donc encore moins subtil. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir ou sentir, c'est vraiment dans notre tête. C'est là où nos émotions naissent, nos sentiments naissent, c'est là où nos perceptions naissent, notre réalité subjective se passe et elle est surtout, elle se passe, bah, si je comprends bien, dans notre tête, euh, biologiquement parlant, c'est dans la tête, dans notre cerveau où ça passe. Même si effectivement, de plus en plus, des études tendent à nous faire penser que il y a d'autres cerveaux dans l'intestin, dans le cœur, qui influencent aussi nos humeurs et nos émotions. Voilà. Donc, les corps, hum, les, les, les concepts qui sont impactés par cette couche, manomaya, mano veut dire mental, esprit, ce sont les sensations, donc le corps va percevoir des stimuli et le manomaya kosha va les euh, interpréter comme des sensations, des émotions, des désirs, des jugements et des pensées. Autrement dit, ou un seul mot, ce sont des variations d'esprit. Chitta vritta, donc des vritti. Les vritti, ce sont les variations d'esprit, tout comme les ondulations sur un lac. Et cette couche-là, elle correspond au système endocrinien, les glandes et les hormones. Donc ce sont le système endocrinien qui est composé de glandes et les glandes qui sécrètent des hormones. Adrénaline, endorphine, oxy, je sais pas quoi, voilà, différents types d'hormones qui, à leur tour, vont avoir différents impacts, différents comportements dans notre vie. Tout simplement, si vous avez de l'adrénaline, le cœur va palpiter plus rapidement. Si vous avez de la sérotonine, vous vous sentez plus relaxé, quoi. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste en neurologie, mais ce sont les basiques que je connais. Voilà.
Et comme j'ai dit au début de cette diapositive, l'élément est le feu qui correspond donc aux connexions neuronales, interneuronales, qui passent d'un neurone à l'autre via des petites impulsions électriques. Ok, donc encore plus subtil que ça vient Vijnan Maya Kosha. Vijnan Maya Kosha, ça correspond au corps d'intelligence intuitive. Donc là, on est vraiment encore plus dans la subtilité. Ce n'est même pas, euh, ce n'est même pas les pensées, ce n'est même pas d'électricité. C'est vraiment quelque chose d'encore plus spirituel. Donc on parle de l'intelligence intuitive, donc des intuitions, où c'est quelque chose qui nous dit fais pas ça, fais ci, arrête-toi, fais ça plutôt que ça, sans qu'il y ait un jugement ou un raisonnement logique derrière ça. Donc c'est une petite voix intérieure qui nous parle, mais voix pas l'ego qui tire son monologue en se basant sur le passé et les anticipations. C'est pas la petite voix qui nous pourrit la vie, entre guillemets, c'est au contraire, c'est la voix de la sagesse qui nous guide. Donc ici, c'est rigolo parce qu'on prononce de la même manière, mais les deux mots s'y retrouvent. La voix intérieure, celle qu'on entend, celle on se dit à nous-mêmes, et c'est aussi la voie, donc le chemin de la libération par le lâcher-prise. Donc des fois, quand on arrête de juger si c'est bien ou mal, beau ou laid, mais on se laisse juste aller, et quand on écoute le cœur, il y a cette voix, il y a cette connexion qui s'établit à cette couche d'intelligence intuitive. Voilà, donc des mots-clés qui sont associés à cette couche-là, ce sont la connaissance supérieure, c'est le guide intérieur, c'est la sagesse discriminante. Donc là, peut-être que vous avez déjà pu faire l'expérience où sans raison apparente, vous avez pu faire le bon choix. Euh, bon, là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être que dans votre cas, vous avez tous je sais pas, pris un parapluie alors qu'il y a du soleil et hop, il s'est mis à pleuvoir. Bon, je dis ça comme exemple. Euh, donc, cette petite voix, on peut aussi l'appeler l'observateur neutre et bienveillant de la réalité. C'est quelque chose, vu qu'on s'approche, on s'éloigne du corps physique, des énergies, des pensées, et là, on s'approche vraiment de plus en plus de quelque chose qui nous connecte à l'univers. Enfin, on peut appeler ça Dieu, mais on n'a pas forcément d'utiliser des termes qui ont un lien avec la religion. Donc, on peut juste dire que c'est quelque chose qui nous connecte plus à la réalité et qui nous aide à, à bien vivre mieux, à faire de bons choix, de bonnes décisions, prendre de bonnes décisions. Et pour ceux qui ont fait un petit peu psychologie, peut-être que vous connaissez le mot paranoïa. Ce sont des personnes qui pensent que tout le monde est, et tout le monde sont, ou tout le monde est, alors je ne sais pas si au singulier ou pluriel, on va dire singulier, que tout le monde est contre la personne qui est paranoïaque. Bah, ici, c'est au contraire, on va être pronoïaque. On va penser que tout l'univers, que toutes les personnes nous veulent du bien et nous poussent à ce que nous puissions acquérir ce qu'on veut, et atteindre nos buts et à se réaliser en tant qu'être humain, en tant que personne. Voilà, donc c'est quelque chose qui est au-delà de l'ego. C'est pour ça sur l'image, il y a une petite tête à l'intérieur d'une tête. C'est quelque chose qui dépasse le passé, la mémoire et les anticipations de l'avenir. Et l'élément, pardon, le système, ça correspond au système nerveux. Donc là, on est quand même connecté un petit peu à mental parce que cette couche-là, elle a ses racines dans plus profondément, mais pour s'exprimer, elle a besoin du système nerveux pour que la couche que nous venions de voir, Manomaya, elle puisse recevoir les messages, on va dire, les messages de cette couche-là via des impulsions nerveuses. Donc, il y a besoin d'avoir un système nerveux en place. Et c'est de l'air, voilà. Donc vous voyez que de la terre qui est solide à l'eau qui est flexible, à feu qui est toujours
impacté par la gravité. Si j'ai une allumette qui est allumée et je la lâche, le feu va suivre le poids de l'allumette, il va tomber. Mais le feu, lui, déjà, il tend à aller vers le haut. Donc, on va utiliser le mot que le feu est antigravitationnel. C'est quelque chose qui va dans le sens opposé de la gravité, il va vers le haut. Et ici, donc, on va encore plus haut puisque on va encore plus subtilement puisqu'il ne s'agit plus de la gravité, c'est de l'air. On est partout. On est partout. On est dispersé comme du gaz. L'air, c'est comme du gaz. On est partout. Voilà. Il y a la barrière, les contours entre nous et le monde qui nous entoure est vraiment, vraiment plus flou. Euh, voilà. Donc c'est de l'air, l'élément l'air. Et la dernière couche, la cinquième couche, c'est Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha, je l'ai représenté avec un lotus. C'est très difficile de représenter quelque chose qui est de plus en plus imprésentable, indescriptible. Donc là, on va parler que c'est le corps de la félicité, de la béatitude, du bonheur, de la lumière, de l'extase et des bontés. Donc vous voyez, les termes qui sont employés sont très fortes en connotation émotionnelle. Félicité, bonheur, ce sont des choses que je pense que la plupart de nous aimerions connaître de manière quotidienne, mais nous ne pouvons pas à cause de l'ego, à cause de nos peurs, de nos soucis, de nos croyances erronées et limitantes que nous avons du mal à casser, mais très profondément, dans des états de méditation très profonde, nous arrivons un petit peu déjà à toucher cette, cette couche-là, et elle est surtout visible, enfin visible, on va dire plus surtout expressible ou expressable, je sais pas, ou exprimable, dans un sommeil profond. Dans un sommeil profond, il n'y a pas d'ego, il y a juste de l'existence et c'est de la pure conscience. Voilà, c'est la plus subtile couche et elle correspond à l'élément éther. Éther, c'est plus que l'air parce que l'air, il y a quand même des molécules qui sont en mouvement, qui existent, mais ils sont tellement subtils qu'on ne les voit pas, mais on arrive à les sentir à travers, par exemple, on sent une fleur ou un plat ou du parfum, on arrive quand même à sentir. Alors qu'ici, c'est éther, c'est vraiment l'espace qui donne lieu aux toutes les autres couches pour s'exprimer. Ici, j'ai choisi lotus parce que lotus, euh, il prend ses racines dans la terre, dans la boue, sous un lot. Après, il traverse la couche de l'eau, Pranamayakosh, pour venir, pour venir euh, pour venir en contact avec le soleil qui correspondrait à à à l'élément feu, et il ouvre ses pétales euh, pour, pour donner son aroma, pour donner euh, ce qu'il a à offrir hein, aux abeilles, du pollen. Et ensuite, les pétales s'ouvrent et ça, c'est vraiment, il prend de l'espace, il prend, bah oui, il prend de l'espace, il prend de l'éther et c'est ainsi qu'il s'exprime. Donc c'est pour ça, souvent, le lotus est une fleur très symbolique dans le bouddhisme et dans le yoga. Et c'est aussi, si on comprend bien, enfin, c'est quelque chose qu'on doit ressentir, par défaut, nous sommes faits pour, pour ressentir du bonheur, de l'extase, de la lumière, de la béatitude. Par défaut, c'est pas quelque chose qui est anormal, qui est, euh, qui est injuste ou, ou artificiel, quoi. Non, non, c'est pas par défaut, par nature, nous devrions nous sentir heureux euh, en toute béatitude. Voilà, je pense que vous comprenez le message. Et donc, la dernière, ce n'est plus la couche, mais c'est un petit peu l'objet que j'ai évoqué au début de, de ce diaporama. J'ai parlé des lunettes, j'ai parlé des lettres, j'ai parlé des ampoules. Bah, ça va correspondre à Jivatman et à Paramatman. Alors là, c'est vraiment difficile de l'exprimer puisque c'est inexprimable, c'est quelque chose qui est au-delà de l'espace, au-delà du silence.
Et le seul moyen que j'ai pu trouver, c'est de faire ce Enso. Donc, ce sont des petits cercles que vous voyez sans doute dans le bouddhisme japonais traditionnel. Ils font des petits cercles comme ça et ils méditent dessus. Donc, si certaines traditions vont faire des mandalas, des figures géométriques assez complexes, euh, je pense que c'est surtout au Japon où ils préfèrent faire ce type de cercle pour représenter, euh, représenter soi, quoi. L'âme individualisée, le soi suprême, l'essence. Donc là, on n'est plus dans les couches, on est ce contenu, on est cette lettre, on est cette table qui supporte le gâteau. Euh, on est tout simplement. Il y a plus de d'avoir, il y a plus de désir, il y a plus de, il y a plus de soi, quoi. Il y a juste l'âme. Moi, si on devait avoir une analogie, je vois ça comme si c'était l'eau et les couches étaient des gobelets interposés. Un gobelet, des autres gobelets, des autres gobelets. Et l'eau qui est contenue est différente de ces gobelets, mais qui contient cette eau. Et quand on veut se connecter à Paramatman, à l'âme collective, le divin pur, bah, c'est comme si on versait cette eau dans un océan. Voilà. On n'a rien perdu en quantité, ni en qualité, c'est juste la forme qui a changé. Donc la quantité est la même, c'est juste c'est même pas la qualité, voilà, c'est juste que on fait partie de l'un. Il y a plus, on existe, mais sous une autre dimension, quoi. Et ici, on peut voir ça comme si le Jivatman, l'âme individualisée, était à l'intérieur de ce cercle, mais vous voyez bien que ce cercle n'est pas complet. Il y a une partie en bas de l'écran où on peut sortir et le Paramatman serait donc le reste de cette feuille blanche, bah, le reste qui permet à tout d'exister. Si je n'avais pas cette feuille, ce fond blanc sur cette page, vous auriez du mal à lire, à voir ces images. Voilà, c'est un petit peu le fond, le basique de tout ce qui existe. C'est comme si quand je vous parle, derrière chaque mot, j'ai une expiration. Derrière chaque mot, derrière chaque phrase que je prononce, j'ai de l'air qui sort de mes poumons. Et c'est ça qui supporte le reste en fait. Voilà. Donc là, pareil, en fonction des différentes sources, on trouve différentes informations. Là, on parle d'une conscience pure, divine et éternelle, et on parle de l'expression, de manifestation de l'âme collective. Donc, Jivatman, c'est le verre dans un gobelet, et Paramatman, c'est l'océan, l'expression, la manifestation de l'âme collective. C'est comme si nous étions un petit téléphone portable et on arrivait à se connecter au réseau Internet global. Et là, on se rend compte que l'information à laquelle on a accès et à laquelle on fait partie, bah, il est beaucoup, beaucoup plus vaste que ce qu'on ne le pense. Euh, voilà, et pour finir, donc, on peut parler de l'océan, de l'unique réalité, de l'existence avec la grande lettre E. Euh, voilà. Donc, j'espère que cette petite illustration vous a plus aidé. N'hésitez pas à la remettre dès le début. Et puis surtout, aller sur Internet et regarder sur ce que ça signifie, ces 5 couches-là. Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Pichnanmaya, Anandamaya, Panchakosh. Donc, si, pour plus d'informations, vous pouvez regarder sur Internet, mais je pense que en grande ligne, j'ai pu vous la présenter. Euh, attendez, je vais revenir tout à la fin si je peux. Ah, ça prend un petit peu de temps. Allez, 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 allez. Donc voilà, on le fait. Donc ça prend du temps, hein. Donc du corps physique, on parle du corps biologique. Du corps biologique, on parle au corps mental. Et du corps mental, on passe à un corps de l'intelligence intuitive, des intuitions, de quelque chose qui nous observe au-delà. C'est quand on dit ma jambe, on dit je suis fatigué, donc on s'identifie aux sensations de notre corps, et pourtant on va dire ma jambe. Du coup, la jambe, ce n'est plus quelque chose qu'on est, mais c'est quelque chose qu'on possède. Voilà. Et de plus on y va,
plus on devient égoïste au sens littéral du terme, moins d'ego, et on se sent plus connecté euh, pour sentir cette, euh, cette connexion avec l'océan. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fini. On a fini. Ok. Bah, merci beaucoup donc d'avoir participé à cette petite présentation. Jetez un œil sur d'autres vidéos que j'ai déjà faites qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ou si vous sentez que cette vidéo peut servir à d'autres amis qui sont dans le yoga, dans la méditation, n'hésitez pas à la partager ou juste à en parler. Vous pouvez aussi méditer dessus et voir comment ces couches-là s'expriment dans votre vie, comment vos pensées, qui sont à l'intérieur de votre tête, se retrouvent réfléchies dans la réalité objective que vous percevez. Par exemple, si vous pensez à une personne, cette personne vous appelle. Si vous pensez à un objet, vous allez retrouver cet objet quelque part de manière complètement inattendue. Comment la petite voix intérieure, cette intuition, vous pouvez l'apercevoir à travers une plume qui tombe du ciel ou à travers un oiseau qui vole, ou du coup il y a quelque chose qui est assez extraordinaire que vous percevez. Donc en fait, l'extérieur et à l'intérieur, ça se reflète comme en haut, comme en bas. Et finalement, pour vous connecter, pour vous sentir connecté, pour activer cette Wi-Fi universelle et spirituelle, bah, vous allez pouvoir évoluer spirituellement. Et même si bah, moi je ne prétends pas d'atteindre l'illumination, mais si un jour vous vous sentez, même si vous ne parvenez pas à, à, on va dire, évoluer de manière drastique sur la voie spirituelle, au moins vous sentez que vous serez moins irrité, moins anxieux, plus de bonne humeur dans des situations où vous ne le seriez pas, parce que vous savez que à la base, il y a quelque chose de plus profond à chercher, euh, à explorer, à observer. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup encore une fois, c'était Sergei, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.